tous mes frères ont fait du piano très jeune, et moi je voulais absolument pas en faire. Donc j'ai pas fait de musique au début. Et j'ai découvert la clarinette un peu par hasard. En fait, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours aimé, même quand je prenais mes cours de clarinette, j'aimais bien créer des exercices, j'aimais bien essayer des choses. Après, quand j'ai commencé à découvrir les synthés, les claviers, c'est pareil, j'ai commencé à monter un petit setup de travail dans ma cave avec un magnéto à cassette et 2 machines, enfin, j'avais trop rien. Mais je voyais pas réellement comment j'allais gagner ma vie en faisant ça, en fait. Enfin, il y avait un truc, j'étais passionné par la musique, j'en écoutais beaucoup, j'en faisais beaucoup, voilà, je crois que mon année de seconde, je passais plus de temps au conservatoire qu'au lycée, quoi. Donc c'était vraiment tout le temps, tout le temps. Mais je n'avais pas conscience de ce métier-là, en fait. J'avais pas conscience de... J'écoutais beaucoup de BO pourtant, hein, mais j'avais pas... Enfin, je comprenais pas comment aller vers ça. Et puis, par un jeu de hasard et de rencontres, je me suis retrouvé à aller donc à Los Angeles et d'être accueilli chez un pianiste de studio qui lui faisait des séances pour des gros films. Et en gros, c'est en allant en séance avec lui que je me suis dit, ah mais en fait, c'est un métier, quoi. C'est-à-dire que ça existe, des gens qui écrivent de la musique. Et en allant donc sur place et en voyant ce métier, je me suis dit, mais c'est fantastique, il faut que je fasse ça. La musique à l'image. La composition de musique qui vient habiller, sublimer les images de films ou de séries télé. On ne se rend souvent pas compte de son importance, mais enlevez la musique d'Ennio Morricone d'un western spaghetti et il sera privé de l'une de ses actrices principales et vidé d'une partie de son âme. Une actrice qui ne parle pas, mais qui se comporte comme un exhausteur de sentiments. Découvrons ensemble la musique à l'image au travers du duo qui l'a fait naître, le compositeur et son ingénieur du son. Je m'appelle Erwan Kermorvan, je suis compositeur. J'ai commencé la clarinette à 7 ans au conservatoire de Lorient. Ensuite, donc je suis allé jusqu'au prix. Ensuite, je suis parti étudier à Los Angeles dans une école d'arrangement et de composition qui était plutôt axée autour du jazz qui s'appelait Grove School. Après, j'ai fait un petit bout d'université à Northridge. Et après, j'ai intégré un cursus qui s'appelle Film Scoring Program, si je me rappelle bien, qui est à UCLA. Puis après, je suis rentré. Je me suis retrouvé dans la musique de Rennes. Chez les Bretons. Bah non, mais à l'époque, on faisait son service militaire. Alors, j'ai fait mon service militaire à Rennes, dans la musique. Voilà. Puis après, j'ai commencé à chercher des boulots. Ça a commencé avec du local, parce que j'étais encore sur Lorient, donc c'était de l'institutionnel, beaucoup. Et puis, fin des années 90, je crois que c'est 99, je suis venu m'installer sur Paris. À la base pour me rapprocher des gens qui allaient potentiellement me donner du travail. Et puis aussi parce que c'était une opportunité, on m'a proposé de travailler au support technique d'un importateur de matériel de musique. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps, le temps de construire un réseau et de construire les liens, les connaissances pour la suite. Ce qui est long, c'est effectivement de construire tout le réseau des gens avec qui on va travailler par la suite. J'ai dit pendant longtemps, je le crois encore, hein, que je ne fais pas le distinguo entre de la série, de la télé, du film, du cinéma. Le métier, c'est d'écrire de la musique. Hein. Je pense qu'il faut pas d'ailleurs. Enfin, il ne faut pas faire le distinguo. Il faut essayer de prendre chaque boulot pour ce qu'il est. Et voilà, mais il faut le faire de la même façon. Ce qui va changer la façon de le faire, ça va être les moyens, déjà. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de ce qu'on a là, c'est une série pour France Télé, j'ai clairement pas les budgets que j'aurais si je faisais un film pour Universal, quoi. Sans même aller dans cet extrême, même un film pour la Gaumont si on reste en France. Donc, rien que ça, déjà, ça impose une façon d'aborder le projet. On peut pas se dire... je vais faire un truc pour grand orchestre de 90 musiciens de 2 heures. Enfin, ce serait parfaitement absurde et c'est pas viable. Malgré tout, il y a quand même un facteur économique dans ce qu'on fait. Donc, il faut aussi en tenir compte. Et
aujourd'hui, on a moyen de tricher pas mal parce qu'on peut faire des choses en faux, on peut mélanger avec du vrai. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on fait sur Astrid et Raphaël, on mélange des prises d'orchestre avec des choses qui sont pas réelles. Voilà. Mais malgré tout, je sais dans quel cadre je peux faire les choses. L'autre facteur qui va jouer, c'est aussi est-ce qu'on a l'image pour faire certaines choses. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas le tout d'avoir un fantasme de faire de la musique pour un énorme orchestre gigantesque si l'image s'y prête pas, en fait, tout simplement. Aborder le projet, ouais, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on raconte et pourquoi. Et puis surtout, dans un film, on n'est pas le chef de projet. Hein. On est un élément du film. Donc, celui qui a les clés, c'est souvent le réalisateur, c'est parfois le producteur aussi. Et puis au final, il y a quand même un décisionnaire qui est soit le diffuseur quand on est en cinéma, soit la chaîne quand on est en télé. Donc il faut arriver à jongler avec les différents points de vue, différentes envies. Et puis voilà, donc ça conditionne déjà le projet, la façon dont on va aborder le projet au début. C'est est-ce qu'ils veulent quelque chose de minimaliste? Est-ce qu'ils veulent quelque chose d'électronique? Est-ce qu'ils veulent quelque chose d'acoustique? Est-ce qu'ils veulent un langage classique, un langage plus expérimental? Voilà, donc tout ça c'est le début. Il faut déjà poser le cadre de ce dans quoi on va travailler. Après, la façon dont on aborde le projet concrètement en termes de musique, ça change jamais. C'est-à-dire que... non mais concrètement, ça commence souvent, je vais prendre mon piano et je vais commencer à chercher des idées, est-ce que je veux un truc... Je vais regarder l'image, et puis je vais me dire, ok, c'est quoi ce que ça raconte, et je vais essayer de trouver des idées juste mélodiques, harmoniques, simples. Des fois, ça peut être ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment en fonction de ce que l'image va me donner. Hein. Donc, alors ça, c'est dans le cas où je travaille avec de l'image. L'autre cas de figure, c'est quand je travaille sans image, ce qui arrive aussi souvent, et qui arrive de plus en plus parce qu'on est contacté de plus en plus tôt pour travailler sur les projets, ce qui fait qu'on se retrouve souvent à travailler en parallèle du montage. Donc on n'a pas les images. On voit des rushs, mais on n'a rien, quoi. Donc, sur certains projets, comme Pax Massilia qui sort à la fin de l'année, je travaille en même temps que la monteuse d'Olivier Marchal. Donc à partir de là, je ne vois pas les images. Elle m'envoie des bouts d'images, quoi, mais j'ai pas les scènes, quoi. Donc en gros, je vais écrire des morceaux par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce qu'on s'est dit comme couleur, par rapport aux sensations que j'ai sur le projet, mais c'est très vague, enfin, c'est vraiment... Et là, pour le coup, on est dans un process qui est beaucoup plus libre et expérimental, où je vais chercher des choses, et puis je lui envoie, puis ça revient, puis on fait des allers-retours, et puis on essaie des choses, et puis c'est une espèce de travail en parallèle. Donc en fait, on ne sait pas trop, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas, et puis on évolue gentiment. Mais voilà, donc c'est à peu près les grandes lignes de comment on aborde un projet quand il arrive, quoi. Alors c'est intéressant que tu utilises le terme d'acteur, parce que c'est souvent comme ça que je le présente aussi, moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réals, à commencer donc par Olivier, dont je parlais, Marchal, qui, à chaque fois qu'on travaille ensemble, alors il n'est pas très présent en post-prod, je travaille beaucoup plus avec sa monteuse qu'avec lui, mais je travaille aussi avec lui. Souvent je travaille même plutôt avec lui, c'est-à-dire que quand il m'envoie le scénario, on a une discussion sur ce qu'il veut. Et il a souvent tendance à me dire, ouais, non, mais ouais, tu sais ce que j'aime, puis moi, la musique, je sais pas en parler, machin. Et je lui dis, mais c'est pas vrai. Je lui dis, il faut vraiment que tu considères que la musique, c'est comme un acteur. Donc, si tu es capable de dire à un acteur, je veux que tu donnes plus ça, ou plus ça, ou plus ça, ou plus ça, ou moins ça, ou moins ça, ou moins ça, c'est la même chose avec la musique. C'est de la sensation. Je ne suis qu'un acteur parmi les acteurs, et j'apporte une autre narration. Je suis un acteur qui ne parle pas. Je suis un acteur qui a une voix souterraine, on va dire. Et donc, c'est vraiment ce que tu décris. C'est-à-dire que c'est une discussion où j'essaye de faire dire au réalisateur ou à son monteur ou sa monteuse
qu'est-ce qu'il veut raconter, qu'est-ce que la scène veut raconter, qu'est-ce que la voix souterraine doit raconter en gros. Et je fais vraiment le parallèle avec le travail de metteur en scène sur les acteurs. C'est vraiment la même chose pour moi. Donc, parce qu'on est là pour approfondir c'est un peu un lieu commun, mais c'est un peu le non-dit du texte, quoi. On essaye. Il y a des fois, on est beaucoup plus premier degré, hein. C'est pas que ça. Là, si je prends la scène sur laquelle on est, c'est une présentation, c'est une ouverture d'épisode, il y a un braquage, il y a un machin. On joue le braquage, on est beaucoup plus factuel, on est beaucoup plus factuel sur ce qu'on raconte, donc là, il n'y a pas tellement de sous-texte à comprendre, même si on peut en ajouter un, mais c'est pas forcément le propos. Mais par contre, quand il y a une scène qui inclut des gens qui parlent ou même une action, voilà, on est là aussi des fois pour raconter le sentiment de la personne. Pas parce qu'il ne le donne pas, mais aussi parce qu'on peut l'affiner, on peut jouer un peu avec, quoi. Donc la discussion avec le réalisateur, oui, c'est primordial. Et encore une fois, c'est souvent aussi avec le monteur. C'est souvent un trio, en fait. Mais ça dépend de la relation réalisateur-monteur, en fait. Ça change beaucoup avec ça. Mais il y a des réalisateurs qui aiment beaucoup avoir la main et qui aiment beaucoup diriger les choses. Et puis il y a des réalisateurs qui ont plus un rapport égalitaire avec leur monteur. Mais c'est souvent intéressant parce que c'est pas les mêmes points de vue aussi. Et puis ça permet, moi je leur dis souvent ça quand on fait des réunions, j'aime bien qu'on soit trois, parce qu'à deux, dès que tu arrives sur un problème, dès qu'il y a un blocage, en fait c'est une voix contre une autre, quoi. Et donc souvent c'est difficile d'avoir un compromis. Quand tu es trois, bah, tu arrives très vite à 2 contre 1 en fait. Ou à 3 d'accord, ou à 3 contre. Ouais. Mais en fait tu n'as jamais d'égalité. Il n'y a jamais d'égalité. Donc à partir de là, ça permet de trancher plus facilement. C'est-à-dire que j'ai eu plein de fois le cas où un réalisateur voulait quelque chose. Alors, il faut des réalisateurs vraiment qui soient ouverts aussi à la discussion avec leur monteur. Mais de toute façon, monteur ou moi, enfin, genre, on est conscient que c'est toujours le réalisateur qui a priori a le dernier mot. Mais souvent, j'ai vu le cas d'un réalisateur où le monteur et moi, on est d'accord sur quelque chose, pas lui. Et il finit par changer d'avis en se disant « Ah, s'ils disent tous les deux, c'est peut-être qu'il y a une raison. » Enfin, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, moi, je préfère toujours quand on est dans une forme de trio, ou voire aussi, ça peut être le producteur. Hein. Tous les cas de figure existent. Hein. Ça dépend vraiment de comment la hiérarchie s'est organisée sur le film. C'est-à-dire qu'il y a des fois des monteurs qui prennent complètement le pouvoir sur le film. Ça arrive. C'est comme ça. Parce que, pour X raisons, le réalisateur ou la réalisatrice n'est pas là. Le producteur délègue beaucoup aussi. Donc voilà. Donc l'interlocuteur, il peut changer. Ça peut être. J'ai eu des producteurs aussi très présents. J'ai travaillé quelques fois avec Alain Chabat. C'est un producteur très présent. Il n'est pas présent. Il n'est pas omniprésent, mais il est présent. Il s'intéresse vraiment au projet. Il intervient. Il vient en réunion. Il donne son avis. Enfin, il est dans la partie artistique. Il va être très présent. Et d'autres sont jamais là, quoi. Voilà. Donc c'est une histoire d'affinité avec la musique aussi. Ouais, et puis bon, de toute façon, enfin, tout ça c'est juste, c'est du dialogue, quoi. Il faut arriver à trouver un fonctionnement qui fait que voilà, ça s'équilibre et que tout le monde puisse exprimer ce qu'il a à dire sur la musique en l'occurrence. Mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir des monteurs aussi qui me demandent leur avis. La monteuse d'Olivier, elle me demande tout le temps son avis sur le montage. Chaque fois qu'elle m'envoie quelque chose, elle me dit, quand t'en penses quoi? Voilà. Mais ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, quoi. Donc c'est autre chose. Mais voilà, c'est une œuvre collective, un film, donc ça doit rester une œuvre collective. C'est vraiment en fonction du projet. Alors le cadre, c'est toujours vachement rassurant. Comme les enfants. Ouais, non mais exactement. C'est-à-dire que d'une manière générale, il n'y a rien de pire qu'un projet où on te dit « fais ce que tu veux ». Parce que ça peut vouloir dire plein de trucs, fais ce que tu veux. Ça peut vouloir dire « j'en ai rien à foutre ». Ça peut être ça, hein. Dire « ouais, vas-y, fais ce que tu veux ». Ça marchera. Ouais, ça marchera, ça va bien. Mais ça peut être aussi « j'ai aucune idée de ce que je veux ».
Ce qui n'est pas forcément plus simple, parce que ça veut dire qu'on on joue aux fléchettes dans le noir. Hein. C'est-à-dire, on lance un truc, ah bah non, c'est pas ça. Bon, bah, on lance un autre. Donc j'ai envie de dire, le meilleur cas de figure, c'est le compromis des deux. C'est-à-dire le truc du réal ou du producteur ou du monteur qui savent à peu près ce qu'ils veulent, mais qui disent, mais qui font confiance. Voilà. Typiquement Astrid. Astrid, c'est ça. Astrid, c'est un showrunner et un producteur avec qui on a des briefs très précis en début de saison, voire par épisode, où ils me racontent ce qu'ils veulent, ils me racontent ce qu'ils ont envie. On cherche un axe ensemble, on passe une journée ici, et je leur fais des idées à la volée. On discute aussi de vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie d'essayer. Et à partir de là, j'entends plus parler de personne. Et je fais ce que je veux. Et puis après, bah, on se retrouve, on corrige, si ça va pas, enfin si ça va ou si ça va pas, on change des choses, voilà. Mais en gros, c'est pour moi le meilleur compromis. C'est de dire, ok, voilà vers quoi on veut aller, maintenant, amuse-toi. Il y a un troisième facteur, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir peu de temps, on ne fait pas de la musique pour nous. Je ne fais pas de la musique pour moi sur un film. Enfin, en partie, mais je cherche. Enfin, le but du jeu, c'est pas que je tire la couverture à moi pour montrer. Regardez comment j'écris bien. Quoi. C'est pas le but du jeu. C'est une œuvre collective. Je suis un élément dans une œuvre collective, et ça n'empêche pas d'être créatif. Hein. Ça n'empêche pas d'essayer de trouver des nouvelles idées, mais ça donne un cadre. Il faut rester dans ce cadre-là. On peut imaginer des choses complètement dingues. Et vraiment, c'est aussi ça, toute la beauté du métier, c'est qu'il n'y a pas de règles préétablies. Enfin, je veux dire, sur une scène donnée, il n'y a pas une façon de le faire. Chacun va avoir sa façon de le faire. Et puis on peut aller sur tout le spectre de la musique. Et ça peut être une chanson, ça peut être... Finalement, le champ des possibles, justement, est très large et ça permet d'explorer plein de choses. Et ça, c'est chouette. Les temps courts, c'est aussi finalement une bonne chose parce que c'est aussi un cadre. C'est-à-dire que comme tout est possible, on pourrait passer 6 mois à essayer toutes les possibilités. Et on ne les a pas. Donc, ça oblige à une forme de concision dans la pensée qui est finalement vachement salutaire. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout en album, par exemple. Et ce qui explique pourquoi certains artistes mettent 6 ans ou 10 ans à faire des albums. Parce que tout est possible. C'est vrai que des fois, on se plaint des délais qui sont très courts. Alors, là, une série, par exemple, concrètement, une série, c'est à peu près 10 jours par épisode pour faire la musique. En gros, en moyenne. C'est pas beaucoup. Pour à peu près entre 35 et 40 minutes. C'est ça. Donc, c'est pas très long. Il faut travailler très vite. Et il faut malgré tout rester un peu créatif. Et voilà. Donc après, on a plein de... avec le temps et tout ça, on commence à avoir plein de raccourcis. Et puis, alors, sur la série, c'est particulier, puisqu'on a un matériau qui existe. Je veux dire, le matériau thématique, il est là. Donc, il suffit de les piocher dedans. Le jour où on n'a pas trop d'idées. Bon, ça s'apprend. D'aller vite, ça s'apprend, en fait. C'est long. C'est même très long, je dirais. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que ça se développe. C'est comme tout, c'est comme courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est un truc qui se... Mais on voit depuis qu'on travaille ensemble, encore maintenant on est en train de chercher des trucs pour aller encore plus vite. Oui, pour optimiser certaines choses. Ouais, bien sûr. Ouais. Et moi j'essaie d'optimiser de mon côté pour lui laisser le plus de temps possible, et lui il essaie de travailler le plus vite possible pour que j'ai le plus de latitude possible. Enfin, on essaie chacun à notre niveau d'optimiser. Encore une fois, on parle d'un process type série récurrente. Voilà. Pax Massilia, on a travaillé dessus pendant quasi 6 mois, je crois. Ouais, même plus que ça. C'était un process long. Donc non, Rodolphe Gervais, donc, qui mixe ma musique depuis... Oh la vache, j'ose même pas dire depuis combien de temps. Moi je connais la date, je crois, 2010, 2009, 2010. Parfois en salle de montage, comme ils ont des petites enceintes, ils ont tendance à vouloir des basses vraiment très fortes. La vérité est ailleurs, comme disait Scully. C'est-à-dire que c'est pas les basses à outrance qui vont faire que ça passe. Et surtout, ça passera pas en télé.